Aujourd'hui, je vais te parler d'Arthur Rimbaud et plus particulièrement des Cahiers de Douai, qui est l'œuvre de poésie que tu dois étudier cette année. Et je vais te donner quelques informations sur le contexte de production, c'est-à-dire à la fois la situation d'Arthur Rimbaud quand il écrit les textes, mais aussi le contexte de publication de l'œuvre, qui est assez intéressante pour mieux comprendre certains aspects de l'œuvre, mais aussi le parcours associé, qui est émancipation et création poétique. Et donc, première information qui est quand même importante, même si ça peut paraître anecdotique, c'est qu'Arthur Rimbaud est né en 1854 et il est décédé en 1891. Tu vois, il a eu une vie très courte, mine de rien, et j'en parlerai plus tard. Et nous, pour les Cahiers de Douai, ce qui nous intéresse, c'est plutôt sa jeunesse. Donc, puisque c'est vers ses 15, 16, 17 ans qu'il a écrit et qu'il a mis au propre, notamment vers 16-17 ans, les poèmes qu'on retrouve dans les Cahiers de Douai. Il vit alors pendant sa jeunesse à Charleville, qui est une ville dans les Ardennes, dans la campagne, avec sa mère et ses frères et sœurs, c'est une famille assez nombreuse. Et à 16 ans, il entre dans la classe de rhétorique, hein, c'est normal, les classes n'étaient pas nommées de la même manière que de nos jours. Et il y fait la rencontre de son professeur de rhétorique, qui est Georges Isambard, qui va lui ouvrir un peu des perspectives littéraires plus larges, qui va l'inviter notamment à lire Victor Hugo, etc. J'en parlerai dans une autre vidéo. Et qui va l'inviter notamment à écrire ses propres textes. Et il écrit certains de ses textes qu'il adresse à Georges Isambard dans des lettres. Arthur Rimbaud est alors très bon, en tout cas dans la classe de rhétorique, puisqu'il est très bon en thème latin. Donc qu'est-ce que c'est le thème latin? C'est écrire des textes littéraires, généralement des poèmes, en latin. Et il a donc une culture très approfondie de la culture grecque et latine de l'Antiquité, et même des textes de son époque, puisqu'il lit, on s'en rend compte assez facilement quand on lit ses poèmes, mais aussi par ses échanges de lettres avec d'autres poètes de l'époque, qu'il est très au courant de la modernité poétique autour du Parnasse, mais ça j'en reparlerai dans une autre vidéo. Donc pour venir un peu à la jeunesse, c'est-à-dire à la fabrication, si j'ose dire, des Cahiers de Douai, c'est assez intéressant parce que c'est aussi très relié à sa vie. Il fait notamment plusieurs fugues dans sa jeunesse, et lors d'une de ces fugues, il veut aller vers Paris, mais il est alors arrêté dans un train parce qu'il n'a pas payé le ticket de train pour aller jusqu'à Paris. Il est arrêté par la police. C'est quand même un mineur sur les routes, donc on l'enferme en lui disant il faut qu'un adulte vienne te chercher. Et là, il appelle à l'aide. On n'appelle pas à cette époque, mais il demande l'aide de Georges Isambard, donc son professeur, de venir le chercher. Et c'est ainsi qu'il se retrouve à Douai avec son professeur qui veut faire un peu le lien avec sa mère. Enfin, voilà, il le recueille chez lui jusqu'à ce que sa mère puisse venir le chercher. Et quand il est à Douai chez Georges Isambard, Arthur Rimbaud fait la connaissance de Paul Démeny, qui est un poète qui vient d'être un poète vraiment mineur, qui n'a pas laissé beaucoup de traces de lui dans l'histoire de la littérature du XIXe siècle. Mais quand même, Arthur Rimbaud, il est assez fasciné par ce personnage parce que pour lui, ça représente Paris, ça représente le champ littéraire, la sphère poétique parisienne, parce que Démeny vient d'être publié. Et donc, Arthur Rimbaud, pendant son séjour chez Georges Isambard, il met au propre sur des manuscrits, sur 2 cahiers, c'est pour ça qu'on appelle ça les Cahiers de Douai au pluriel, sur 2 cahiers les poèmes qu'il a déjà confectionnés alors qu'il est très jeune. Et on a donc 2 cahiers, un cahier plutôt avec des poèmes assez longs, assez nouveaux, qui s'affranchissent pas mal de la forme conventionnelle des poèmes, et puis un deuxième cahier qui est lui peut-être même un peu plus sérieux, plus abouti, en tout cas on peut avoir cette impression-là quand on regarde les manuscrits. Et ce deuxième cahier, c'est un cahier uniquement de sonnets, qui est quand même une forme très difficile, très traditionnelle et aussi très travaillée, et qui montre peut-être un aboutissement voulu par Arthur Rimbaud de son art.
Et il confie ces 2 cahiers à Paul Démeny en lui demandant de les amener à Paris dans l'espoir d'être publiés tout simplement. Alors il s'avère que pour donner un petit peu la petite histoire autour de ces 2 cahiers, il s'avère que Arthur Rimbaud il revient un peu sur son idée d'être publié avec ces textes-là et il va le demander à Paul Démeny, son ami, de ne pas les publier, même de les brûler. Ce que ne va pas faire fort heureusement Paul Démeny, il va les garder. Et ce qui est intéressant, c'est que le recueil tel que tu as entre les mains est en fait une reconstitution. Pourquoi ? C'est parce que en fait, ces poèmes-là vont être gardés par Paul Démeny et il va falloir attendre le décès d'Arthur Rimbaud et la confection des œuvres complètes, la publication des œuvres complètes d'Arthur Rimbaud en 1891 pour que ces textes soient publiés pour la première fois. Donc en fait, même si c'est une œuvre de jeunesse, une œuvre qu'il a composée à 16 ans, on peut quand même la considérer comme une œuvre posthume. Et il faut bien voir ici que Arthur Rimbaud n'a pas décidé de l'ordre des poèmes. C'est pour ça que parfois, selon l'édition que tu regardes, qui est demandée par ton professeur ou que toi-même tu as acheté par tes propres soins, on peut avoir une disposition des poèmes assez différente. Moi, je suis toujours très étonnée. D'une édition à l'autre, ça change, donc c'est un peu déroutant. Et ça, c'est parce que c'est un peu comme c'est pas le poète lui-même qui a décidé de l'agencement de ses poèmes, il y a un peu une histoire d'essayer de reconstituer quel aurait été l'agencement qu'aurait voulu Arthur Rimbaud. Donc c'est pour ça qu'on peut voir différentes propositions d'agencement. Mais à chaque fois, c'est composé des 2 cahiers originaux qui avaient été donnés à Paul Démeny. Et en plus, le titre lui-même, Les Cahiers de Douai, c'est finalement un titre qui n'a pas été donné par Arthur Rimbaud, puisque Arthur Rimbaud n'a pas donné de titre à l'ensemble de cette œuvre. C'était plutôt une collection de poèmes de jeunesse qu'il avait donné à Paul Démeny. Et d'ailleurs, même l'œuvre est assez composite, parce que finalement, il y a des poèmes qu'il a fait publier, qu'il a réussi ou qu'il a envoyé parfois à d'autres poètes très connus, notamment Banville, à Paris pour qu'ils puissent être publiés, mais finalement ça s'est pas fait, etc. Donc c'est des textes c'est un ensemble, un recueil qui reprend des textes qui ont été publiés du vivant d'Arthur Rimbaud, des textes qu'il a cherché à faire publier, et puis des textes qui sont vraiment inédits quand ils sortent en 1891. Donc le titre lui-même, quand je reviens, parce que je ne suis pas allée jusqu'au bout de mon idée, mais donc Les Cahiers de Douai, finalement, c'est un titre qui a été donné, et c'est pour ça qu'on peut aussi trouver plusieurs titres. Alors généralement maintenant les éditions utilisent Les Cahiers de Douai parce que c'est un peu le titre qui a été donné dans le programme pour l'éducation nationale, mais finalement on peut retrouver exactement la même œuvre sous des titres différents. Ça peut être Le Cahier de Douai, donc là ici on enlève le pluriel, ça peut être aussi Cahier de Démeny, je crois, enfin voilà. Et généralement tu vois bien les titres qui sont donnés ont un rapport avec ce contexte de production et ce contexte de publication qui est assez particulier dans cette œuvre. Je regarde aussi si je n'ai pas oublié certaines choses. On peut revenir aussi, donc ça c'est le contexte de publication de l'œuvre, mais on pourrait aussi donner des éléments plus intéressants sur la vie d'Arthur Rimbaud. Bon, tu peux voir ça partout sur internet, mais moi je vais retenir peut-être certains éléments sur sa carrière littéraire qui permet de mieux comprendre son œuvre et ses œuvres, parce qu'il n'y a pas juste les Cahiers de Douai, tu vois là j'ai les œuvres complètes. Bon, c'est finalement très court quand on regarde les œuvres complètes d'Arthur Rimbaud, et je vais l'expliquer juste ici. Donc quand il a 17-18 ans, il arrive à monter à Paris. On dit ça à l'époque, monter à Paris, c'est l'idée à la fois parce que monter, donc lui pour le coup en fait il descendrait à Paris parce qu'il vient du nord, mais bon c'est l'expression. Monter à Paris, c'est aussi l'idée qu'on va essayer de s'élever socialement et notamment c'est ce qu'essaye de faire vraiment Arthur Rimbaud, puisque la scène littéraire, la scène artistique à l'époque, elle est à Paris. Rester à Charleville et devenir un poète reconnu, ce n'est pas possible. Voilà, ce serait vraiment en termes de carrière
ne pas aller très loin. Et donc ici, on voit aussi l'ambition d'Arthur Rimbaud, une ambition qu'on peut voir aussi dans ses œuvres de jeunesse. Il se met quand même au niveau, il essaye d'imiter des grands poètes comme Victor Hugo, mais aussi comme Villon. Enfin, il y a cette ambition chez Arthur Rimbaud. Et donc, il va à Paris et il rejoint alors ce qu'on appelle le Parnasse, qui est un mouvement littéraire, mais c'est même plus qu'un mouvement littéraire, parce que c'est quand même des poètes qui échangent beaucoup entre eux et qui forment une petite communauté. Bon, ça va pas très bien se passer, il va pas forcément créer des liens très forts, notamment parce qu'en fait, quand on lit les témoignages des uns et des autres de l'époque, Arthur Rimbaud, comme on le voit bien dans son œuvre, il est assez fougueux, il fugue, il prend de la distance avec sa famille, et en fait, il est assez invivable. Voilà, il est ce qu'on pourrait dire mal élevé, même si l'expression elle est pas très heureuse, mais il est assez invivable. Voilà. C'est vraiment un mauvais garçon. Et il va rencontrer alors, il va faire cette rencontre qui va bouleverser son existence, qui est la rencontre avec, et qui va être déterminante dans sa carrière littéraire, notamment pour nous, pour la découverte de ses œuvres. Il va faire la connaissance de Verlaine, qui est alors un poète déjà très bien établi, qui est très reconnu, et ils vont avoir une relation homosexuelle, une relation très tumultueuse, qui va les amener à Londres, il y en a un qui va tirer sur l'autre, enfin voilà, c'est le genre d'amour passionnel qui a aussi beaucoup fait rêver. Quand on a découvert cette romance entre ces deux personnages, c'est plus qu'une histoire d'amour, une romance, hein, c'est une réelle histoire d'amour passionné et qui a produit aussi des œuvres littéraires et qui a fasciné en fait les lecteurs qui ont découvert cette passion amoureuse entre les deux poètes qui ont eux-mêmes eu une œuvre assez déterminante en termes d'innovation poétique. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de cette relation amoureuse, c'est parce que à la fois elle est très intrigante, elle est fascinante entre deux hommes, il y a un peu le goût de l'interdit, mais aussi c'est un peu deux célébrités, deux stars si j'ose dire de la littérature, et donc évidemment ça fait rêver. Et par ailleurs, pourquoi c'est très intéressant cette relation au-delà de cet aspect un petit peu magazine de star, c'est que Verlaine va vraiment œuvrer, c'est grâce à lui qu'on connaît l'œuvre d'Arthur Rimbaud, puisqu'en fait c'est lui qui va se charger de publier les œuvres de Rimbaud, parfois même contre le gré de Rimbaud, qui lui demande parfois à nouveau de brûler ses manuscrits, et Verlaine va prendre la décision lui-même de les garder et de les publier. Donc c'est grâce à lui qu'on connaît Une saison de l'enfer, Les Illuminations, et notamment il va, au-delà de la publication de ces œuvres-là d'Arthur Rimbaud, il va en faire la publicité, notamment à partir de son œuvre autour des poètes qui lui semble le plus important de sa génération, cette œuvre qui s'appelle Les poètes maudits, et qui, tu vois, le titre lui-même sert déjà à la légende d'Arthur Rimbaud, parce que c'est ça aussi qu'il faut se rendre compte, c'est que la figure d'Arthur Rimbaud, elle va faire l'objet vraiment presque dès son apparition dans la sphère poétique parisienne de l'époque, elle va faire l'objet vraiment d'une mythologie. Voilà, il va se construire une sorte de légende, de mythe autour de la figure d'Arthur Rimbaud, et notamment parce qu'il a une carrière fulgurante, dans le sens où Arthur Rimbaud, il a publié très très peu, enfin, même écrit, parce que c'est même pas lui qui publie, donc il a écrit sur un temps très très court, puisque donc, les premières œuvres qu'on connaît de lui, il les aurait écrites vers ses 15-16 ans, et puis les dernières fois qu'il prend la plume pour écrire ses poèmes, c'est en 1877, hein, parce qu'il fait cet acte vraiment volontaire et assumé d'arrêter d'écrire quand il a 20-21 ans, et il décide de se plonger complètement dans la vie, et il a une vie alors d'aventurier commerçant, hein, faut pas oublier, il est pas du tout Indiana Jones, hein, non, il fait du commerce. Notamment en Éthiopie, et c'est là où il va tomber malade, et puis ensuite il va décéder peu de temps après finalement, puisque, et comme je te rappelle, hein, il meurt en 1891.
Et comme sa carrière littéraire est extrêmement courte et en fait recouvre beaucoup plus sa vie adolescente, de jeune adulte. Est-ce qu'on peut dire qu'on est un adulte à 20-21 ans? Pas vraiment. Donc vraiment, il y a son œuvre, elle est marquée par ce temps de l'adolescence, de l'extrême jeunesse, et donc il va devenir la figure de l'éternelle jeunesse, de l'être éternellement adolescent et libre, et comme s'il avait été, comme si c'était un ange. Alors Arthur Rimbaud n'a rien d'un ange quand on lit les lettres qui parlent de lui, mais comme si c'était un ange qui avait été élu de Dieu, des dieux même, qui lui avait donné les pouvoirs de la poésie alors qu'il était aussi jeune. Donc il y a vraiment une aura autour du personnage d'Arthur Rimbaud. Et donc les Cahiers de Douai, dans cette carrière littéraire qui est finalement très courte, a une place un peu privilégiée, intéressante. C'est pas la culmination de son art, pas du tout, c'est pas l'apogée, c'est pas là où on peut voir le mieux en fait la patte, si j'ose dire, ou le style d'Arthur Rimbaud. Pas du tout, ça donne plutôt à voir l'exploration d'un jeune poète qui commence sa carrière littéraire de poète, qui cherche sa voix, notamment sa voix propre, sa voix à lui, son originalité, après avoir imité les anciens, parce que c'est ce qu'on fait dans la classe de rhétorique, hein. On imite les anciens pour comprendre le style des anciens, pour savoir bien parler, pour savoir bien s'exprimer. Bon, lui, il fait plus que ça, hein. Il réussit même des concours de thèmes latins, donc voilà, il excelle vraiment dans l'imitation des anciens. Et c'est ce qu'on peut remarquer dans les œuvres, dans les Cahiers de Douai, c'est qu'effectivement, on n'est qu'au début de cette émancipation, de ce processus, puisque on voit ce processus en train de se faire, où il est encore très proche des manières d'écrire, des manières de penser le monde, des manières de formater un poème de l'époque, et même des époques antérieures. Mais on sent déjà qu'il commence à avoir ce processus de se défaire des autorités. Quelles autorités? Par exemple, les autorités parentales, hein, on le voit notamment avec le thème de la fugue, qui revient à la fois dans son histoire personnelle, mais aussi dans les Cahiers de Douai, hein, cette idée de s'embarquer dans une aventure dans la nature et de partir loin de tout alors qu'on a 16 ans, de s'émanciper de cette manière-là par le voyage. C'est très présent dans les poèmes d'Arthur Rimbaud, on peut retrouver notamment dans Ma Bohème, mais aussi une émancipation des figures d'autorité, cette fois-ci plus littéraires, parce qu'on voit très bien la marque, par exemple, de la littérature traditionnelle avec le sonnet, qui est quand même encore une forme très présente dans les Cahiers de Douai, même s'il commence déjà à prendre quelques... et ça, j'y reviendrai plus tard dans une autre vidéo, mais il prend déjà quelques libertés avec la forme très cadrée du sonnet. Et puis, deuxièmement, on voit aussi l'influence de Victor Hugo, mais c'est déjà une influence, finalement, même si Victor Hugo, c'est un poète bien intégré, c'est quand même un poète de son siècle, donc on voit aussi qu'il s'intéresse à la modernité du temps. Puis il y a bien sûr encore la trace du romantisme dans l'œuvre d'Arthur Rimbaud, mais on voit qu'il est déjà en train de s'en moquer et donc de prendre de la distance avec ce courant. Mais tout ça, je reviendrai dans une autre vidéo, notamment qui parlera du parcours associé en lui-même et qui te donnera plus d'éléments sur cette émancipation par rapport au courant de son époque. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça t'a été utile. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire si tu en as. Et puis si tu as des suggestions de vidéos, des choses que tu n'as pas comprises dans ton cours de français ou des choses sur lesquelles tu voudrais un peu plus d'informations, n'hésite pas à me suggérer des sujets de vidéos. Je serais très contente de voir si je peux faire quelque chose pour toi. Merci et bonne journée.